Aujourd'hui, on peut encore laisser un jeune sans contrôle ni surveillance devant son ordinateur. À voir le reportage de Thomas Auro et Francis Forger, la réponse est non. Les pédophiles sont sur le net et c'est aussi sur le net que la traque s'organise. Les enquêteurs, vous allez le voir, apprennent à leur tendre des pièges. Pour profiter de l'effet de surprise, ils agissent à la fin de la nuit. Dans une petite commune du nord de la France, une quinzaine de gendarmes s'apprêtent à perquisitionner chez un particulier. Ils le soupçonnent d'être un criminel d'un genre nouveau, un cyberpédophile. 6h30, l'opération va pouvoir débuter. Interdiction de filmer le domicile, nous restons à l'extérieur pour préserver l'anonymat du suspect. Depuis des semaines, les gendarmes surveillent ses allées et venues sur Internet. Il détiendrait sur son ordinateur des images pornographiques mettant en scène des enfants. Les contenus sont recherchés maintenant. C'est grave, il faut s'expliquer. Pendant 3 heures, les gendarmes vont fouiller toutes les pièces du domicile, à la recherche d'ordinateurs ou de CD-ROM. 9h, le suspect est conduit à la gendarmerie pour l'interrogatoire. Mais dans leur fourgon, les enquêteurs emmènent aussi avec eux un précieux butin. Dans ces gros sacs noirs, tout le matériel saisi, 3 ordinateurs et des centaines de disques. Pendant qu'une équipe déballe le matériel, une autre démarre l'audition, un étage plus bas. Pour l'instant, on dispose de peu d'informations sur le suspect. Un retraité de 62 ans, père de famille, marié sans histoire. En surveillant Internet, les enquêteurs l'ont vu télécharger une vingtaine d'images pédopornographiques. On va monter voir les NTech. NTech pour nouvelles technologies, des gendarmes spécialistes en informatique. Ils ont le temps d'une garde à vue 24 heures pour analyser le matériel saisi. 300 CD, 9 disques durs, un appareil photo et quelques clés USB. Nous, on se charge des CD, et on te laisse les disques durs. Première étape, connecter les disques durs à un logiciel de la gendarmerie qui recense 500 000 photos déjà connues. On va comparer ce qu'il y a à l'intérieur de ce disque dur, comparer à cette base de données avec ce logiciel. Donc ça permet un gain de temps dans l'analyse, surtout quand on retombe sur des séries de photos qui sont connues. Pas de photos dans les disques durs, c'est dans les CD-ROM que les gendarmes découvrent ce qu'ils recherchent. Ils viennent de mettre la main sur des centaines de photos et des films mettant en scène des enfants. La collection d'un gros consommateur. Alors il y a de tout pour l'instant, j'ai trouvé du très très jeune, j'ai trouvé de l'adolescent, j'ai trouvé aussi du X classique, mais là, 95% c'est des photos et vidéos de mineurs pour l'instant. Et quand vous dites très très jeune, c'est quel âge? Ça va du bébé, c'est-à-dire moins d'1 an, jusqu'à l'adolescente, 12-13 ans. Pendant 10 heures, les gendarmes visionnent une à une 8000 photos et 340 vidéos trouvées au domicile du suspect. Ils les connaissent déjà pratiquement toutes. Sur Internet, généralement, on retrouve souvent les mêmes images et on a une série de photos qui sont identifiées, comme cette vidéo est identifiée, on la connaît. Donc on arrive assez rapidement, sur une mosaïque d'images, à flasher sur les images qui nous disent rien ou sur les visages d'enfants qui nous disent pas grand-chose et puis de regarder si vraiment ils sont connus ou pas. Pas trop difficile de bosser là-dessus? Au départ, ça a été assez difficile, effectivement, de voir ce genre de scène. Mais je dirais qu'au fur et à mesure de travailler, l'image est devenue une scène de crime. C'est-à-dire que quand je regarde une vidéo ou une image, ce qui va m'intéresser, c'est pas le côté pornographique ou pédopornographique de la photo, mais c'est tout ce qui va me permettre de l'identification de l'auteur, victime ou des lieux. Justement, quelques minutes plus tard, les gendarmes alertent les enquêteurs en charge de l'interrogatoire. Ils ont trouvé une nouvelle série de photos, inconnues cette fois-ci, mais aucun doute sur la provenance. Elles ont été prises au domicile de ce matin. C'était la chambre du haut, ça. Il y avait l'ordinateur des gosses ici.
le chauffage, le secrétaire, on a fouillé. L'homme entendu ne serait donc plus seulement collectionneur, mais aussi producteur de photos. Ils sont là, sur les clés USB, il y en a d'autres là-bas. Et les gendarmes n'ont pas de mal à identifier l'enfant sur les clichés, car ils l'avaient déjà vu sur des albums de famille. Ce qui était un délit va peut-être devenir un crime. Ouais, ça c'est pas normal. Ouais, ça prend le tournure. Bon, ok. On va essayer de progresser plus rapidement parce que... Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de temps à perdre. On fait quoi? Il n'y a pas de bain, on fait quoi? Vous savez très bien vous expliquer. Vous êtes certainement plus intelligent. Ok? On fait quoi? Parce qu'avec une photo qu'on a trouvée là-haut, on va interroger tout le monde. Si vous ne dites pas la vérité, on va interroger tout le monde. Maintenant, si c'est pas vous, c'est qui? C'est pas vous, c'est qui? Qui a accès à votre maison? Après 48 heures de garde à vue, le suspect est conduit au tribunal pour être écroué. Car les éléments mis à jour par les gendarmes ont permis d'ouvrir une information judiciaire. S'il est reconnu coupable, il risque 7 ans de prison. Internet lui a servi à échanger des photos, mais c'est aussi la toile qui l'a fait chuter. Pourquoi les pédophiles se sont-ils emparés d'Internet ? Quels sont les dangers pour les enfants? Comment les prédateurs tentent-ils de les approcher? C'est depuis le fort de Rosny-sous-Bois que les spécialistes de la traque des cyberpédophiles surveillent la toile. Le colonel Baudouin dirige le département de répression des atteintes aux mineurs sur Internet, où l'on retrouve les gendarmes qui ont mené la perquisition. Ils ont repéré le suspect du nord de la France sur 7 ordinateurs. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Grâce à un logiciel espion, ils surveillent les échanges en peer-to-peer, ces réseaux où les internautes partagent des fichiers, des films ou des photos. Donc il suffit de taper un terme pédo. À l'aide de mots-clés, les gendarmes repèrent les images sensibles en cours de téléchargement. Le logiciel identifie instantanément les ordinateurs qui se les échangent. On a donc ici l'adresse IP de cette personne. On a son fournisseur d'accès. Toutes les coordonnées techniques de l'internaute s'affichent. Et c'est avec ce logiciel qu'ils sont remontés jusqu'au collectionneur du nord de la France. Mais depuis quelques mois, les gendarmes testent une autre technique pour débusquer les criminels. En s'infiltrant sur les chats où discutent les internautes. Très prisés des adolescents et des enfants, ils attireraient aussi beaucoup d'autres utilisateurs, moins jeunes et moins bien intentionnés. Ce qu'on va pouvoir faire, effectivement, c'est se faire passer pour un enfant, un mineur, aller soit sur des forums, soit sur des chats IRC, essayer de voir un petit peu ce qui se passe par rapport à cet enfant qui, il faut bien le reconnaître, peut avoir très rapidement un contact avec quelqu'un qu'il pense être un mineur, mais qui n'est pas forcément un mineur. Sur le chat où il se connecte devant nous, ce gendarme s'appelle Émilie 13, une jeune fille de 13 ans un peu naïve, approchée par un internaute de 21 ans. Très vite, la conversation prend une tournure sexuelle. La conversation a commencé ici, il m'a contacté en me disant bonjour. Il m'a demandé âge, sexe, ville et j'ai commencé à parler, donc ici, et il commence à me parler de petits copains qui préféraient les filles, etc. Est-ce qu'on peut se voir ce week-end? Et puis la question fatidique est à ce niveau-là. C'est-à-dire t'as déjà sucé un mec, point d'interrogation, voilà. Mais l'échange ne s'arrête pas à cette provocation. L'internaute teste Émilie pour voir s'il peut aller plus loin avec elle. T'as déjà sucé un mec? Quoi? Lui faire une gâterie? C'est quoi, sucer? Faire des choses avec ta bouche et ta langue, sur le sexe d'un garçon. T'as jamais fait? Je comprends pas, explique. Je peux te montrer ce week-end si tu veux. C'est mieux si je te montre. Bah, je sais pas. On pourrait fêter mon anniversaire ensemble? Faut voir avec mes parents. Ce serait dommage que tu rates ça. T'as qu'à dire que tu sors avec des copines. Petit à petit, l'interlocuteur d'Émilie va tenter d'en savoir plus sur ses habitudes. Là, il me demande si les parents travaillent demain, donc il veut savoir plus ou moins quand est-ce que je suis seul, quand est-ce qu'il peut me voir, etc. Voilà. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de diriger la conversation et de l'amener à me donner un lieu de rendez-vous. C'est-à-dire, pour l'instant, il me dit qu'il veut me voir, etc. Mais bon, je sais qu'il habite Pontreuil,
Donc c'est pour ça que j'ai initié la conversation avec un lieu qui est très connu dans le coin, pour savoir si, simplement pour lui dire, pour lui faire venir à l'esprit, tiens, si elle est dans le coin, je vais lui donner rendez-vous quelque part. Finalement, Émilie n'obtiendra pas de rendez-vous. La conversation s'arrête sans que le gendarme ne parvienne à démasquer l'internaute. S'agissait-il d'un pervers pédophile ou d'un mauvais blagueur? La plupart du temps, ces échanges ne vont pas plus loin. Mais pour les enfants les plus fragiles, il peut y avoir danger. Sophie a longuement hésité avant d'accepter de nous rencontrer. Si elle le fait, dit-elle, c'est pour que son histoire serve à d'autres parents. Son fils, 16 ans, est atteint de surdité. Il a commencé à surfer sur Internet il y a 2 ans. Pour lui, c'était un bon moyen de se faire des amis. Non, mais le problème, c'est les photos. Mais il y a quelques mois, sa mère a noté un changement dans son comportement. Son fils devient très agressif et de plus en plus renfermé. Sophie s'intéresse alors à ses conversations sur Internet et tombe de très haut. Depuis plusieurs mois, il discute en ligne avec des contacts qui lui demandent de s'exhiber, nu devant sa caméra. Petit à petit, la confiance s'est installée avec au moins 3 ou 4 pseudos. Et on commençait à demander à l'enfant de présenter des photos un peu plus déshabillées, ou de s'exhiber sur le net, de se masturber, d'aller jusqu'à la jouissance, d'échanger du sexe sur Internet. Et petit à petit, on voyait dans les conversations, dans l'évolution de la conversation de mon enfant, qu'ils avaient réussi en fait à le faire devenir dépendant. Une influence telle qu'un des interlocuteurs parvient à convaincre l'enfant de l'approvisionner en images pédopornographiques. Il écrivait peux-tu m'envoyer des photos pornographiques? Donc là, il y a eu un envoi de fichiers photos pornographiques et le pseudo en face lui disait mais je ne t'ai pas demandé des adultes, je veux des photos de petits garçons et de petites filles, les cuisses écartées, où on voit leur sexe. Si tu ne m'envoies pas ça, je ne veux plus être ton ami, je ne veux plus entendre parler de toi, t'es qu'un naze, t'es qu'un pauvre type, t'es qu'un pauvre mec. Et n'importe quel adolescent, je vais dire sain entre guillemets, aurait dû répondre entre guillemets va te faire voir, ou je ne veux pas, ou je ne le ferai pas. Alors que là on sentait l'enfant dans la dépendance qui disait bah non ne quitte pas, oui je vais en chercher, attends. Effectivement quelques phrases plus loin on voyait fichier photo, donc c'était pretty boy, pretty woman. Elles étaient insoutenables ces photos. Donc on n'imagine même pas que son propre enfant, qu'un ado ou que d'autres ados, même que les adultes regardent ce genre de photos. Ce sont des photos traumatisantes. Parce qu'il était vulnérable, son enfant s'est laissé manipuler. Mais il n'est pas le seul. Des témoignages de parents perdus, comme Sophie, sont de plus en plus nombreux. Ils découvrent que la toile est aussi dangereuse que le monde réel, et souvent bien plus tard que leurs enfants. Car les ados commencent à surfer de plus en plus jeunes. Florian a 12 ans, et comme tous ses copains, il est fan de foot et du web. Ça va ? Dès la fin des cours, Florian se connecte sur des chats, des sites de discussion où il rencontre d'autres internautes, le plus souvent des supporters du PSG avec qui il se dispute. Il me dira Tita, ça le nerf parce que je dis allez l'OM mais il tient pour Paris. 10 minutes plus tard, d'autres participants se connectent, qui cherchent visiblement à parler de sexe. Florian est habitué à ce genre d'intrusion et il évite ses internautes, car il a été mis en garde par sa mère. On en a discuté, donc il sait très bien que tout de suite il s'en va et puis il n'insiste pas, quoi. Il élimine. On a l'impression qu'ils sont à la maison, qu'ils sont tranquilles et tout, mais il y a quand même des dangers, quoi. Des dangers que le grand frère de Florian connaît bien lui aussi. Il a demandé à ses parents d'installer l'ordinateur dans le salon et non plus dans la chambre, car il sait d'expérience qu'on peut faire de mauvaises rencontres sur Internet. J'ai commencé à aller sur Internet, j'avais 14-15 ans. Et je parlais sur des chats au début, pour me rencontrer, parler des gens et tout ça. Et ça arrivait souvent que je tombais sur des gens, je leur donnais leur adresse MSN et montrer leur sexe à la cam, des choses comme ça. Souvent, ça veut dire quoi? Le 3/4 du temps, quoi. Ils étaient passés pour des gens, en fait, c'est des pervers, quoi, derrière. Provocation, blague d'adolescent,
Heureusement pour l'instant, très peu de ces relations virtuelles aboutissent à des agressions sexuelles dans le monde réel. Car Internet fonctionne avant tout comme une machine à fantasmes pour beaucoup d'internautes, y compris les pédophiles. J'en ai pas fait un pour toi, mon cher Ruben. Tu t'en fiches, bon. Sylvia Brégé les connaît très bien. Experte en criminologie, elle en a même fait son objet d'étude. Avec d'autres spécialistes, elle met au point des conférences pour informer les professionnels du web et ses usagers. Ce qu'on va aborder, c'est la pédophilie et le couple. Comment vivent les couples quand la femme est informée. Alors là, c'est ardu, mais c'est réel. Et pour mieux connaître les pédophiles, elle aussi les observe sur Internet. Comme sur ce forum, l'un des plus fréquentés par des amateurs d'enfants. Ses membres se surnomment eux-mêmes les amoureux des garçons. Ils ont un slogan et même un logo. Un petit triangle dans un plus grand pour symboliser l'enfant encadré par l'adulte. Le site propose aussi à la vente des pendentifs plaqués or aux insignes des pédophiles. C'est une communauté, ils sont entre eux et c'est leur espace, effectivement. C'est un lieu de communication sur ce qu'ils aiment, avec tout le côté négatif que ça peut potentiellement avoir. Ce site, installé hors de France, est parfaitement légal. Pas d'image porno, les participants ne s'échangent que du texte. Mais les anecdotes personnelles ou les histoires érotiques sont souvent très explicites. On voit aussi, il y avait un éducateur qui avait expliqué que le mercredi, donc, il emmenait les enfants à la piscine et qu'ensuite il les emmenait dans un jacuzzi. Et que c'était beaucoup plus facile pour lui de caresser les enfants parce que les enfants pensaient que c'était les bulles. Voilà. On trouve aussi ce genre de choses. Vrai ou pas, c'est toujours la question. Mais en attendant, c'est marqué, c'est écrit, c'est lisible par n'importe qui, vous, moi, un mineur. Et puis des personnes qui sont là aussi, qui se posent des questions. Est-ce que je dois passer à l'acte? Le passage à l'acte est totalement incertain parce qu'ils sont encore abstinents. Et qui se disent, bah tiens, si lui il le fait, pourquoi pas moi? Cette connaissance intime de la psychologie des pédophiles, Sylvia Brégé l'enseigne désormais aux gendarmes de Rosny-sous-Bois. Bonjour. Bonjour. Le colonel Baudouin a fait appel à elle pour former son équipe. Elle leur apprend comment se comportent les pédophiles dans la vie réelle et sur Internet. Et au niveau des enquêtes, est-ce que toutes ces typologies peuvent répondre effectivement à... Est-ce que ça répond à ce que vous recherchiez? Ah bah oui, tout à fait. À quelques semaines d'un aménagement de la loi pour traquer les cyberpédophiles, ces formations leur seront très utiles. D'accord. Tous les aspects sont abordés, psychologie de ces gens qu'on appelle pédophiles, également du mineur, quelles sont ses réactions, comment il réagit vis-à-vis d'un certain nombre de ses comportements, de manière à bien intégrer ce qu'on peut faire et ce que les gens qu'on souhaite surveiller pourraient faire. Leur action doit permettre à des enfants d'éviter les mauvaises rencontres sur Internet et peut-être diminuer le nombre de photos qui s'y échangent chaque jour. Car derrière chacun de ces clichés, il y a toujours une victime. Sylvia Brégé, vous êtes experte en criminologie. On vous a vu dans le reportage en train de former les gendarmes. On vous a vu aussi suivre ces pédophiles sur Internet. Vous les connaissez bien. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est la différence entre un cyberpédophile et un pédophile? Déjà, il convient de resituer la définition du pédophile. C'est un individu adulte qui est sexuellement attiré par des enfants prépubères, c'est-à-dire des enfants de moins de 13 ans qui ne sont pas encore formés. Ce sont les mêmes individus que l'on retrouve sur Internet, qui est quelque part un facilitateur d'échange de fichiers pédopornographiques, mais aussi d'échanges avec des mineurs dans le but de les rencontrer. Mais est-ce qu'avec Internet, on n'a quand même pas des personnes qui passent à l'acte et qui ne le feraient pas si Internet n'existait pas? Alors, est-ce que c'est un dérivatif contre le passage à l'acte? Ça, c'est une vaste discussion. C'est vrai que dans les nombreuses affaires de pédophilie, c'est-à-dire là où il y a eu du passage à l'acte, il a été retrouvé du matériel pédopornographique. Certains aussi ont rencontré des enfants réellement et les ont abusés sexuellement. Tout ça avec des modes opératoires très bien établis, notamment derrière Internet. Il n'y en a pas qui se laissent tenter uniquement parce qu'ils sont devant leur ordinateur et donc c'est peut-être plus virtuel que dans la réalité? Les cyberprédateurs peuvent rechercher deux choses. C'est ce que l'on remarque souvent sur Internet. La première chose, c'est alimenter leurs fantasmes. S'ils discutent avec un mineur d'âge, ils peuvent demander à cet adolescent ou à cette adolescente de faire un plan cam, c'est-à-dire de se déshabiller devant la webcam.
cette vidéo peut être enregistrée et diffusée à d'autres pédophiles. Mais aussi et surtout, l'individu peut demander à rencontrer réellement l'enfant dans le but de le solliciter sexuellement. Donc oui, ces passages à l'acte existent parfois à travers Internet. Après, c'est vrai qu'on a tendance à se dire « je suis anonyme ». Je peux faire ce que je veux derrière Internet, ce qui n'est pas du tout le cas, puisqu'il existe des services d'enquête qui surveillent ce qui se passe au niveau du téléchargement illégal de fichiers pédopornographiques, mais également des gendarmes et des policiers qui sont formés à la cyberinfiltration pour se faire eux-mêmes passer pour des enfants. C'est ça, il y a cette séquence effectivement où on voit un enquêteur se faire passer pour un enfant. Du coup, est-ce qu'on peut dire, alors on a Internet qui facilite, qui aide les pédophiles à entrer en contact avec leurs victimes, est-ce qu'on peut pas dire aussi qu'Internet finalement aide les enquêteurs à faire leur travail? Là au moins on sait où les trouver les pédophiles. Exactement. Avant Internet, c'était difficile d'identifier les personnes qui achetaient de la pornographie infantile, mais également très difficile d'identifier les pédophiles qui passaient à l'acte. Aujourd'hui, avec Internet, on peut mettre un nom, on peut avoir une adresse par rapport à toutes ces personnes qui commettent ces infractions. Est-ce que, tout de même, il ne faudrait pas interdire tous ces sites où les pédophiles peuvent se retrouver? Est-ce que ce ne serait pas plus efficace en matière de lutte contre la pédophilie? Quel est votre avis à vous là-dessus? Ça fait partie des choses, parce que le problème de ces sites, c'est que, on le voit dans le reportage, n'importe qui peut tomber dessus. Le problème de ces sites, ils sont hébergés dans des pays où la législation permet effectivement cette liberté d'expression. Mais nous, ici en France, on ne pourrait pas trouver la parade à cela pour protéger justement tous ces sites ne sont pas hébergés en France. Donc tout le problème est là. Encore une fois, c'est la liberté d'expression qui est mise en avant, bien évidemment, avec tous les dangers. Qu'est-ce que l'on trouve sur ces forums? C'est hard ce qu'on trouve. Ce sont des personnes qui clairement parlent de leur attirance sexuelle pour des enfants, parfois des enfants en bas âge, mais pour la législation, ça reste du fantasme, etc. Mais bien évidemment, il y a une grande dérive dans certains de ces posts qui sont mis sur ces forums. Merci beaucoup, Sylvia Abrégé. Merci à vous.